Bonjour. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Bonjour, on vous entend très bien? Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, Oui. on la voit très bien. D'accord. Donc, je ne sais Je pas si pense, on peut démarrer pour vous. oui, oui, oui. Ok, qu'on a perdu les autres collègues parce que sur le programme, c'était marqué qu'on terminait vers midi. Donc, je pense que c'était la Ah, raison. d'accord. Bon, ok. Eh bien, écoutez, là, on est parti pour une petite demi-heure autour de la prise en charge des AVC. Donc, si vous avez des commentaires, des questions, surtout, bah, vous n'hésitez pas. Euh, alors, voici mes liens d'intérêt. Donc là, il y a des choses que vous connaissez beaucoup mieux que moi, c'est l'incidence des AVC en salle de cathé qui heureusement est quelque chose de très très rare et qui va dépendre évidemment du type de procédure et de la complexité, avec finalement des prédicteurs qui sont assez classiques et qui sont liés finalement à la gravité et aux comorbidités des patients. Et finalement, on s'aperçoit que quand même les complications neurologiques, c'est quand même un pourvoyeur, en tout cas un facteur prédictif de mortalité. Et ça, on le retrouve de façon assez euh, homogène dans la littérature. Alors pour illustrer un petit peu le topo, je voulais voilà, vous montrer un cas qu'on avait pris en charge il y a quelques temps. Donc c'est une femme de 90 ans traitée pour un RAC avec un TAVI sous anesthésie locaux régionale et la procédure se passe bien, sauf que après fermeture de l'artère fémorale, la patiente elle est déficitaire sur le plan neurologique et donc ce qui est important, on va en reparler tout de suite, mais c'est de pouvoir à la fois imager le cerveau et les vaisseaux. Donc vous avez ici une IRM qui permet de voir, là en hypersignal, la lésion qui souffre, la lésion ischémique récente. Et puis on a une angiographie par résonance magnétique qui permet de voir le statut vasculaire. Donc comme il y avait une occlusion vasculaire qui avait été identifiée, cette dame, elle est passée en salle de cathé et on a pu retirer voilà, le bloc de calcaire que vous voyez avec une évolution favorable. Donc ce qui est important de garder en tête, c'est qu'en fait, il y a plusieurs mécanismes. Et donc l'AVC, il y a un côté assez hétérogène parce que soit c'est une ischémie, soit c'est une hémorragie. Alors si même classiquement, dans l'ambiance ou l'environnement périprocédural, c'est plutôt des complications ischémiques, mais on peut avoir des complications hémorragiques, surtout qu'en général, c'est des patients qui ont un cocktail d'antithrombotiques et on peut avoir une transformation hémorragique d'une ischémie. Donc, parmi les mécanismes, alors bien sûr, on a l'embolie gazeuse, on peut avoir des thrombées sur les cathéters. C'est pour ça que nous, tous nos cathéters sont rincés par du sérum Phi sous pression. On peut avoir, avec la théorème aortique, évidemment, des emboles de cristaux de cholestérol, les calcifications de valves. Et ce que je disais à l'instant, c'est qu'il faut garder en tête que ça peut être une hémorragie cérébrale. Alors, on veut aller vite, mais c'est pour ça que c'est important, encore une fois, d'imager le cerveau et les vaisseaux pour voir finalement qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer aux patients. Et donc, la première chose, c'est la topographie de l'occlusion artérielle. En fait, la thrombectomie, elle a montré son bénéfice quand on a une occlusion proximale, ici de l'occlusion de la carotide interne ou du premier segment qui est le segment M1. Après, on a un segment M2 qui est vertical, un autre segment horizontal M3, M4. M4, on est à la surface du cortex. Mais gardez en tête que le bénéfice de la thrombectomie, c'est pour les gros vaisseaux, parce que c'est là où les déficits sont les plus importants. Et plus on s'éloigne et on va en distalité, plus on a des vaisseaux finalement dont la paroi est beaucoup plus fragile et on s'expose à beaucoup plus de complications, et notamment des plaies vasculaires, hein. Les artères intracrâniennes, elles n'ont pas de limitante élastique externe. Donc quand vous faites une dissection, ça correspond à une rupture transmurale de l'artère. C'est pour ça qu'on a ces complications hémorragiques qui sont relativement fréquentes. Pour les occlusions du tronc basilaire, le niveau de preuve il est moindre, mais il y a un consensus d'experts au niveau des recos internationales pour dire que voilà, la thrombectomie est une option.
Donc, pour définir les patients qui bénéficient le plus d'une approche endovasculaire de sauvetage ou pas, en fait, les meilleurs profils de patients sont définis par d'abord, on l'a vu par l'occlusion artérielle qui va être proximale, et après, on a des scores. On a un score neurologique qui est le NIHSS, qui va de 0 à 42, qui est un score en fait, qui a une valeur pronostique très forte et de sévérité. Donc, NIHSS 0, c'est le patient peut être normal. Alors, je me dis qu'il peut être normal parce que c'est pas un examen neurologique, donc parfois il ne perçoit pas tout. Et 42, en général, les patients sont moribonds. Le score Aspect, c'est un score radiologique qui va de 0 à 10. Alors là, c'est un peu l'inverse. 10, c'est l'imagerie cérébrale est quasi normale et 0, on a un AVC étendu. Et puis, on a une fenêtre horaire où, en fait, le bénéfice qui a été démontré pour la thrombectomie, c'est surtout dans les 6 heures. Après, on va voir que tout ça bouge un peu. Donc, c'est garder en tête que finalement, le bénéfice de la thrombectomie, évidemment, il n'est pas le même pour tous les patients et ça va dépendre d'un certain nombre de critères. Il faut qu'il soit grave cliniquement, il faut que le cerveau soit pas trop endommagé en termes de volume, mais on va voir que c'est en train de changer. Et puis, il y a le délai, plus on les revascularise précocement, mieux c'est. Et donc justement pour les déficits mineurs, donc sur le score NIHSS, là vous avez un score NIHSS médian de 17. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand ils sont au-delà de 15, la mortalité à 3 mois, elle est de 50%. Donc 17, ce sont des patients qui sont assez sévères cliniquement, et c'est pour ces patients-là qu'on a démontré le bénéfice de la thrombectomie. Et pour les patients qui ont des scores NIHSS à moins de 10, donc qui ne sont pas très sévères, c'est un AVC qu'on dit plutôt mineur, bah là le bénéfice de la thrombectomie, il n'a pas été démontré. Alors les gros volumes, les gros AVC, pendant très longtemps, c'était des contre-indications. Pourquoi? Parce que l'AVC à la phase aiguë de l'ischémie, pardon, le cerveau à la phase aiguë de l'ischémie, c'est un organe qui a une fâcheuse tendance à saigner. Et en fait, le risque d'hémorragie, il est proportionnel à la taille de l'ischémie cérébrale. Donc, plus l'ischémie est importante, plus ça saigne. Et c'est pour ça que pendant très longtemps, les gros AVC étaient des contre-indications à la fois à la thrombolyse et à la thrombectomie. Mais ça a changé depuis 2 ans. Il y a eu toute une série d'études. Je vous en montre une. Bon, parce que je vous montre, c'est un peu euh, partiel parce que c'est une étude française, donc c'est pour faire cocorico. Mais il y a plein d'autres études internationales qui montrent la même chose. C'est que pour les très très gros AVC, un aspect 0,2, ça correspond à des AVC sylviens totaux où on s'attend à un risque hémorragique majeur, bah, le fait de traiter, de faire une thrombectomie plutôt que de ne rien faire, on rend service. En fait, on rend service, on a des scores d'autonomie fonctionnelle, hein, qui est un score de ranking qui va de 0 à 6. 0, les patients sont normales, 6, ils sont décédés. Donc, vous voyez que le score ranking médian pour les patients qui ne sont pas traités, c'est 6. Donc, 50% des patients décèdent. Alors que quand ils vont à la thrombectomie, on est à 4. Donc, non seulement on sauve des vies, mais aussi on sauve du handicap. Donc voilà, la contre-indication gros AVC, maintenant, elle vient de sauter là, ces derniers mois. Quid des patients âgés? Alors, l'âge en tant que tel n'est pas une contre-indication à la thrombectomie, c'est plus les comorbidités, mais c'est pas parce qu'un patient a 90 ans qu'il n'est pas éligible à la thrombectomie peut en bénéficier autant que les autres. Et puis après, il y a la fenêtre thérapeutique. Donc, je vous ai dit dans les 6 heures. Alors, pourquoi les 6 heures? Parce que les premiers essais thérapeutiques randomisés qui ont montré le bénéfice de la thrombectomie ont inclus les patients dans les 6 heures. C'est pour ça que la fenêtre thérapeutique, elle est de 6 heures. Sauf que, voilà, donc en fait, c'est 6 heures pour la thrombectomie et 4h30 pour la thrombolyse. Ça, c'est les recos. Mais depuis quelques années, on a des études qui se sont intéressées à l'élargissement de la fenêtre thérapeutique. Et vous voyez, là, je vous montre juste une étude où ils ont été jusqu'à 24 heures pour traiter par voie endovasculaire les patients. Les patients étaient, vous voyez, en fonction de l'âge, plus de 80 ans, moins de 80 ans, ils étaient sélectionnés à la fois sur la gravité clinique, hein, c'est le score NHSS dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un score de sévérité, et qui a une valeur pronostique forte. Et en plus, ils étaient sélectionnés sur le volume de l'AVC. Donc 20 cc, ce sont des petits volumes. Donc il y avait ce qu'on appelle un mismatch entre la sévérité clinique et la taille de l'AVC. Et donc en sélectionnant les patients comme ça, dans la fenêtre 6 heures, 24 heures,
On a un bénéfice important en termes d'autonomie fonctionnelle. Donc le score de Rankine MRS 0,2 ici, c'est l'autonomie fonctionnelle. Les gens sont autonomes à 3 mois. Vous voyez, c'est 50% quasiment dans la thrombectomie versus contrôle, avec un nombre de patients à traiter de 2, donc un effet très fort. Mais c'est une population très sélectionnée et il y avait beaucoup d'AVC du réveil. Alors, comment on fait, comment on sélectionne au quotidien les patients? Donc, que ce soit en scanner ou en IRM, on a ces imageries dites avancées, où en violet, vous avez le cœur de l'infarctus, donc c'est ce volume qui est calculé. Et en vert, vous avez toute la pénombre, donc c'est toute la zone ischémiée qui, si elle est revascularisée, bah, permet de récupérer du tissu sain. Si elle n'est pas revascularisée, eh ben, c'est la taille finale de l'infarctus. Donc en sélectionnant les patients comme ça, on peut aller jusqu'à 24 heures, que ce soit en scan ou en IRM. Et donc ça a eu un impact sur les recos. C'est-à-dire que maintenant, jusqu'à 24 heures, on a la possibilité de traiter les gens, ce qui pose un sujet organisationnel et notamment d'accès au plateau technique et à l'imagerie cérébrale en particulier. Ce qu'ont montré en fait ces études-là, c'est qu'en gros, si on caricature, hein, on a deux profils de patients. On a ce qu'on appelle les progresseurs rapides, des patients qui très rapidement vont avoir un gros cœur, un gros infarct. Et puis, on a ces progresseurs lents où là, c'est l'inverse, où pendant plusieurs heures, on va avoir une croissance très très lente de l'ischémie cérébrale. Et ce sont ces patients-là qu'on va identifier avec l'imagerie avancée. Alors, quelques éléments sur l'environnement et la prise en charge des patients. Sur des aspects techniques, en fait, en pratique, il y a deux grandes stratégies techniques. Il y a ce qu'on appelle les stent retrievers, qui sont des stents qui sont déployés et non implantés. Donc, on va les déployer pendant quelques minutes et puis on les retire et en le retirant, on arrive à retirer le thrombus. Il faut avoir en tête que pour le cerveau, dans la très large majorité des cas, c'est pas une maladie in situ, hein. C'est un embole qui vient se coincer dans les artères intracrâniennes. Donc, on va pas traiter une lésion in situ comme une plaque qu'il faut stenter. Ça, c'est assez exceptionnel. Et on a une autre situation qui est l'aspiration, donc qui sont des cathéters à large calibre qui permettent d'aspirer le thrombus. La différence entre ces deux techniques, c'est qu'avec le stent retriever, on va traverser le thrombus, qu'on ne fait pas avec la stratégie d'aspi. Et puis, bon, bien sûr, on peut combiner, et dans beaucoup de centres, c'est une stratégie combinée d'emblée avec le stent retriever et l'aspiration. Donc les deux stratégies ont été évaluées. Il n'y a pas eu de démonstration d'une supériorité d'une technique par rapport à l'autre. L'aspiration est non inférieure au stent retriever, qui finalement est la première technique qui a permis de montrer le bénéfice de la thrombectomie. Et on pense que, en tout cas, il y a certaines études qui suggèrent qu'avec l'aspiration, on va plus vite pour recanaliser les patients. Mais en tout cas, ça n'a jamais eu d'impact sur le devenir clinique. Alors, les recos suggèrent d'utiliser les stent retrievers parce que les études Princeps qui ont montré le bénéfice de la thrombectomie avaient utilisé ce dispositif-là. Mais bon, dans la pratique quotidienne, les dispositifs, les deux dispositifs sont utilisés de façon égale. Alors, les antithrombotiques, comme on le disait tout à l'heure, la problématique du cerveau, c'est qu'à la phase aiguë de l'ischémie cérébrale, on a des taux importants de transformation hémorragique, qu'elles soient symptomatiques ou non. Et il y a un certain nombre de facteurs, évidemment, les patients qui ont reçu différents types d'antithrombotiques, la taille de l'AVC, on en parlait tout à l'heure, le diabète et l'hypertension artérielle. Et la thrombolyse qui, en neurovasculaire, reste au même titre que la thrombectomie, enfin, le traitement de reperfusion. Donc, c'est-à-dire que le traitement de reperfusion, s'il n'y a pas une contre-indication à la thrombolyse, ben, le traitement, c'est thrombolyse-thrombectomie. Alors, évidemment, quand on a affaire à une complication cérébrovasculaire au cours d'une procédure cardio, la plupart du temps, compte tenu du traitement du régime antithrombotique, on a une contre-indication à la thrombolyse, mais sachez que ça fait toujours partie du traitement à la phase aiguë de l'ischémie cérébrale, malgré le risque hémorragique qui est associé à une surmortalité et malgré le fait que, comme vous le voyez ici, on a des taux de recanalisation avec la thrombolyse pour les occlusions artérielles proximales de l'ordre de 20 à 30%.
Alors, quid de l'association pendant les procédures de thrombectomie d'aspirine ou d'héparine non fractionnée? Là, je vous montre une étude randomisée qui a été arrêtée pour des raisons de sécurité à cause d'un surrisque hémorragique, d'hémorragie intracrânienne symptomatique. Clairement, nous, les données que l'on a pour le cerveau, c'est pas d'aspirine et pas d'HNF pendant les procédures pour le traitement de l'ischémie cérébrale. Par contre, ce qui apparaît là ces dernières années, c'est pour les patients qui ont été recanalisés complètement après une occlusion proximale, c'est l'administration intra-artérielle de fibrinolytiques. Et là, vous avez une étude pilote avec très peu de patients, qui est une sorte de preuve de concept où les patients ont été recanalisés, puis randomisés altéplase ou placebo, et ceux qui ont été randomisés dans le bras altéplase avaient un bénéfice sur le plan de l'autonomie fonctionnelle. Il y avait une étude ancillaire sur l'imagerie de perfusion qui montrait que les patients qui étaient randomisés dans le bras altéplase avaient une moindre croissance de l'ischémie cérébrale par rapport au bras contrôle, suggérant un effet sur la microcirculation et permettant de limiter la croissance de l'infarctus cérébral. Alors, il y a d'autres antithrombotiques qui ont été testés, des anti-GP2B3A. Je vous dis juste un mot sur le tyrofiment parce que là, c'est une étude qui montrait pas de bénéfice du tyrofiment en add-on de la thrombectomie. Il y a maintenant des études, notamment en Chine, toujours avec le tyrofibant, qui ont l'air de montrer un bénéfice. Bon, c'est plutôt sur des populations asiatiques qui ont un athérome intracrânien beaucoup plus important que les autres populations. Donc, c'est des données qui demandent à être confirmées. En tout cas, à l'instant T, il n'y a pas d'indication pour des anti-GBE2B3A en add-on de la thrombectomie. Il y a d'autres molécules qui sont en cours d'évaluation, comme le Cangrelor que vous avez, je crois, pour la maladie coronaire. Un petit mot sur l'anesthésie, parce que quand on a eu les études qui ont montré le bénéfice de la thrombectomie dans les années 2015, les analyses en sous-groupe suggéraient un effet délétère de l'anesthésie générale avec plus de morbimortalité et plus de complications. Euh, mais après, il y a eu des essais qui ont randomisé les patients sur la modalité d'anesthésie, sédation consciente versus anesthésie générale. Et là, il n'y avait plus l'effet délétère de l'anesthésie générale comme montré par les analyses en sous-groupe des précédents essais. Et on a plutôt l'inverse. On a plutôt l'impression que les patients qui sont sous anesthésie générale ont un meilleur pronostic sur le plan de l'autonomie fonctionnelle. Et pareil, certaines études comme celle-ci là, qui montrent une croissance moindre de l'infarctus cérébral. Alors en termes de recommandations, il n'y a pas de positionnement des sociétés savantes pour l'AG ou pour la sédation consciente, parce que les études qui ont montré qu'il y avait une équivalence ou voire une supériorité de l'anesthésie générale, ces études randomisées, utilisaient des protocoles d'anesthésie différents. Et c'est pour ça que bah, c'est pas passé dans les recos. Donc on a toujours la possibilité d'avoir ces deux stratégies d'approche, l'AG ou la sédation consciente. Je vais terminer avec la pression artérielle et une autre vignette clinique avec ce patient de 78 ans qui, au décours d'une procédure d'angioplastie, 2 heures après, fait un AVC sylvien droit avec un score NHSS à 14, assez conséquent. Et donc, vous avez l'IRM, alors il bouge un peu, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas de qualité optimale. On a ici, dans cette séquence de diffusion qui permet de voir l'ischémie précoce, donc l'hypersignal qui montre qu'il y a un AVC sylvien profond. Ça, c'est une autre séquence qu'on appelle de susceptibilité magnétique qui permet de voir s'il y a du sang ou pas et qui ne montre pas de sang, et le sang serait apparu sous la forme d'un hyposignal. Et puis on a une autre séquence qui est la séquence dite flair, T2 flair, qui permet de voir si l'ischémie est déjà constituée. Et donc vous voyez que dans ce cas-là, en fait, qu'on voit en diffusion l'ischémie récente, on commence déjà à la voir en flair, donc on a une portion je dirais, d'ischémie qui est déjà constituée.
Et vous devinez ici des flux lents, c'est-à-dire qui sont confirmés par l'occlusion ici, hein, c'est-à-dire la non-visualisation de l'artère cérébrale moyenne droite, alors qu'on voit la gauche. Et donc là, le patient est transféré pour une thrombectomie. Donc vous avez ici la carotide interne, l'artère cérébrale antérieure, et puis la sylvienne avec un défect endoluminal. Et on réalise trois passages et qui permettent de réouvrir l'artère. Donc trois passages, c'est pas énorme, mais c'est pas optimal non plus. Normalement, il y a ce qu'on appelle le first pass effect, c'est la réouverture de l'artère au premier passage qui est associé à un meilleur pronostic. Mais bon, en tout cas, ça pas, voilà, c'était pas une procédure ultra compliquée. Mais quelques heures après la procédure, malheureusement, la patiente va s'agiter et ça survient dans un contexte où elle avait des niveaux de pression artérielle systolique élevés. Et vous voyez que la suite n'est pas très sympathique avec une complication hémorragique qui est centrée sur l'ischémie cérébrale. Donc ça, c'est un scanner qui nous montre ici l'hyperdensité de l'hémorragie. Et en fait, pour la pression artérielle, on a une double relation. On a une relation linéaire avec la pression artérielle systolique, c'est-à-dire que plus la pression artérielle systolique est élevée, plus ça saigne. Et puis on a une courbe en U, comme pour la maladie coronaire, je crois, avec une mortalité qui est plus importante pour les pressions artérielles systoliques basses ou les pressions artérielles systoliques élevées. Ça, c'est pour les patients thrombolysés et là pour les patients thrombectomisés. Et quand on évalue des stratégies de cible pour faire baisser la pression artérielle de façon active, hein, 185 mm de mercure, les recos versus une cible pour essayer de réduire ce risque hémorragique, mais en fait, on ne rend pas service aux gens. Donc on a l'impression que la pression artérielle, c'est plus un marqueur de risque. Et d'ailleurs, c'est pas très satisfaisant parce que quand on regarde les recos européennes ou nord-américaines, on voit que en gros c'est 180-105 ou 185-110 avant, pendant ou après la thrombectomie, alors qu'on est quand même dans des situations physiopathologiques différentes. Avant la thrombectomie, l'artère est occluse, on a envie de maintenir des pressions élevées, et puis après la thrombectomie, l'artère est réouverte, on a plutôt envie de faire baisser la pression artérielle, mais en fait, quoi qu'on fasse, il n'y a pas de différence, donc c'est pour ça que les recos, elles sont un peu mi-figue, mi-raisin, et c'est pour ça que je disais que la pression artérielle, c'est peut-être plus un marqueur de risque qu'autre chose. Donc là, les recos, c'est d'éviter les chutes de pression artérielle systolique et surtout de ne pas baisser la pression artérielle systolique. Voilà, je termine là-dessus juste pour dire que les complications neurovasculaires, heureusement, elles sont rares, même si elles sont associées à un mauvais pronostic. Et je pense que dans ce genre de situation, souvent, c'est bien licite, on veut aller vite, parce que le temps, c'est du cerveau. Mais parfois, il faut investir du temps pour évaluer à la fois le parenchyme et les vaisseaux pour voir si finalement on va vraiment rendre service aux patients, parce qu'il y a des situations où malheureusement, ça sera futile. Et donc, c'est la question de bien sélectionner le patient et de pas nuire. Voilà, si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas. Sinon, je vous souhaite écoutez, plein de courage pour la suite. Et puis, je ne sais pas si du coup cette deuxième demi-journée est terminée ou pas, mais je vous souhaite une bonne fin de journée alors. Au revoir. Au Merci à revoir. vous aussi. Bonjour à tous.